Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité, c'est Nir Barkat, ministre de l'économie israélien. Bonjour, merci d'être sur le plateau de BFM Business. Vous êtes en France parce que vous avez rendez-vous avec certains de vos homologues à l'OCDE. Merci d'être avec nous ce matin. À mes côtés, Patrick Sauce, pour parler de la situation économique et internationale. Justement, sur les questions internationales, nous enregistrons jeudi après-midi cet entretien. Il y a quelques instants, Patrick, le Hamas dit qu'il a reçu l'offre de manière positive sur la libération des otages et une trêve potentielle. Oui, une trêve, un cessez-le-feu, ça va être l'occasion, Monsieur le ministre, de vous poser vraiment la question. On a vu énormément de chiffres passer. Le fait que Israël aurait 33 et réussirait à avoir 33 otages de retour, vivants ou morts, contre des milliers de détenus palestiniens. Une trêve de 40 jours et au final, ce que le secrétaire d'État américain Tony Blinken appelle une proposition exceptionnellement généreuse. Qu'en est-il aujourd'hui alors qu'on sait qu'il y a des allers-retours de délégations entre Israël et Le Caire en Égypte? Ce qui est absurde dans toute cette histoire, c'est que le 7 octobre, le Hamas est entré en Israël, a assassiné, torturé 1200 personnes innocentes. Le Hamas a violé des femmes, a décapité des enfants et a pris 230 otages qui étaient là en pyjama, les a sortis du lit et les a entraînés à Gaza. Et maintenant, c'est à nous de payer pour la libération de ces otages. C'est complètement absurde. Le Hamas, c'est le mal absolu. Ils sont pires que les nazis. Les atrocités nazies à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'était rien à côté de ça. Alors nous nous préoccupons des otages et donc nous sommes prêts à faire beaucoup de gestes pour les faire rentrer, pour les rapatrier. Regardez ce jeune homme, il est français. Il y a 3 otages français détenus à Gaza au moment où je vous parle. Supposez que ce soit, si vous étiez son père, comment pourriez-vous dormir la nuit? Vous avez 210 jours. Vous avez des preuves de vie d'Ofer Calderon et des 2 autres otages franco-israéliens? I couldn't hear what he's saying. He's not translating. Do you have any proof of life? Vous avez des preuves de vie? No, we don't. Non, nous n'avons pas de preuves de vie sur ces otages. Ils n'ont pas vu la Croix-Rouge, on ne sait pas ce que sont leurs conditions. On sait que les conditions sont abominables. Nous avons eu des témoignages de femmes qui sont revenues, qui ont été violées, on ne sait pas si elles sont enceintes. Et nous voulons les récupérer. On est prêt à faire de grands sacrifices pour récupérer ces otages. Et je crois que tout pays au monde aurait fait la même chose. Mais on se battrait agressivement contre le Hamas. Mais c'est pas que le Hamas, c'est une alliance des frères musulmans sous la direction de l'Iran avec le financement du Qatar et vous avez donc le Hamas qui agissent par procuration. Mais la charte du Hamas est claire, elle est de détruire tous les non-musulmans. On est les premiers. Israël, le seul État juif démocratique du monde, ils veulent nous jeter à la mer. Ils veulent nous jeter à la mer, et nous, il nous faut ne débarras pas du Hamas, pas simplement en raison de ce qu'ils ont fait le 7 octobre, mais parce que leur charte dit que le 7 octobre n'est que le début de notre destruction. Ce sont comme les nazis, et je tiens à rappeler au monde entier que la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas terminée avec la fin des nazis à Berlin. Il nous a fallu éliminer tous les nazis partout et ensuite reconstruire la paix. Comme les Émiratis, les Saoudiens, nous méritons d'avoir des voisins épris de paix qui sont disposés à construire un meilleur monde plutôt que d'essayer d'éliminer Israël. Mais vous êtes en négociation actuellement. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait avancer? Anthony Blinken dit que c'est un accord qui est positif. Il pousse justement pour que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes optimiste justement sur cet accord? Écoutez, je ne pense pas que l'accord soit bon ou mauvais. La question est de savoir ce qui ramènera les otages chez nous. De mon point de vue, le gouvernement israélien va finir par accepter un accord pour faire rapatrier les otages. Mais il faut être clair, le Hamas ne doit pas survivre après cette guerre. Parce que ce que Hamas nous promet, c'est d'éradiquer Israël, de détruire Israël. On ne va jamais faire affaire avec une partie qui veut
veut nous détruire complètement, ce serait complètement fou. Et je voudrais quand même préciser quelque chose sur le Qatar. Tout le monde ne comprend pas la menace qui vient du Qatar. Le Qatar est le plus grand soutien financier du terrorisme. ISIS, les talibans, le Hamas, le Hezbollah, ils achètent leur position publique. L'opinion publique, ils ont acheté des clubs sportifs ici en France notamment, et on sait très bien c'est quel est leur objectif. Avec l'argent, ils ont acheté tous les campus américains, tous les campus universitaires, les médias et les réseaux sociaux également. Et pourtant, la charte du Qatar, c'est que c'est le concept du djihad qu'ils veulent promouvoir de manière soft, mais le Qatar est quand même l'ennemi de l'Occident. C'est un petit peu un loup déguisé en agneau. Il faut faire très attention au Qatar. Ce sont le plus grand soutien du terrorisme. Est-ce qu'il y aura une offensive à Rafah, peu importe l'évolution de la situation, là, dans un accord avec ou pas le Hamas? Encore une fois, l'accord avec le Hamas concerne la libération des otages. Le Hamas ne s'est jamais tenu à ces accords. Par le passé, on ne peut pas leur faire confiance. Leur charte, c'est simplement la destruction des Juifs. De même d'ailleurs que l'autorité palestinienne. Les enfants sont élevés par l'autorité palestinienne dans l'idée de détruire des Juifs. Et une fois qu'ils sont arrêtés, qu'ils vont en prison, ils reçoivent $1 million de récompense. C'est bien plus que l'argent que reçoivent les fonctionnaires eux-mêmes. Donc le grand défi, c'est que nous avons des voisins qui veulent nous tuer, dont les enfants sont éduqués pour leur apprendre à nous tuer. Nous avons les Émiratis et les Saoudiens qui veulent collaborer avec Israël et qui veulent construire un meilleur. Il va y avoir une offensive sur Rafah. Je sais que vous avez prévu de renvoyer 1,5 million de Gazaouis vers le nord, sachant que la situation est extrêmement difficile, c'est une situation de chaos, mais on voit aussi que l'armée israélienne n'a pas le contrôle total. Il y a toujours des difficultés pour vos soldats, parce que le terrain est miné, parce qu'il y a des centaines de kilomètres de tunnels. Comment vous l'imaginez? On rappelle, Rafah, c'est 190 000 habitants avant la guerre, 1,5 million de personnes qui vont partir vers d'autres ruines. Vous savez, c'est effectivement une situation complexe. En Israël, l'armée est là pour protéger les civils. Vous savez ce qui se passe à Gaza? L'armée, ou plutôt les combattants de Hamas se cachent derrière les civils. Les civils sont des boucliers humains. Quand nous avons quitté Hamas il y a 18 ans, nous avions pensé que Gaza deviendrait la Singapour du Proche-Orient. En fait, ils ont pris tout l'argent reçu du monde entier, venant de toutes sources, et à partir de cet argent, ils se sont préparés à la guerre plutôt d'essayer de construire un pays, une économie pacifique. Alors le résultat aujourd'hui, c'est que l'intérêt du Hamas, ils veulent se servir des civils. Nous n'avons pas du tout maille à partir avec les civils de Gaza. La guerre, elle est contre le Hamas, contre les terroristes du Hamas. On ne s'arrêtera pas dans cette guerre, pas simplement en raison de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et sur vraiment la résonance dans le monde, je sais qu'on va en parler dans quelques instants, mais il y a quelques minutes, l'ONU a estimé que le coût de la reconstruction de Gaza s'est estimé entre 30 et 40 milliards de dollars. Qui va payer? Ce n'est pas notre affaire. Et ce n'est pas Israël qui va reconstruire la bande de Gaza? Écoutez, lorsque le Hamas pose des roquettes, des fusées dans les écoles, dans les mosquées, dans les hôpitaux, elles sont là de telle sorte que, évidemment, c'est lorsque nous envoyons nos propres roquettes pour les détruire, ça va tomber sur l'infrastructure. Mais pour épargner la population civile, ce sont des millions d'appels téléphoniques qui ont été lancés pour prévenir les gens pour qu'ils puissent quitter cette infrastructure. Mais lorsque tout le dispositif de terreur est intégré dans l'infrastructure civile, il faut bien la détruire, cette infrastructure. Donc le but du jeu ici, c'est qu'ils ne puissent plus se servir de ces roquettes, qu'ils ne puissent plus en construire, qu'ils ne disposent plus de cette capacité d'attaquer Israël, parce que dès qu'ils ont la possibilité de le faire, ils vont le faire. Et les chefs terroristes, nous allons les chasser jusqu'au bout et nous verrons à ce qu'ils ne puissent plus rester aux affaires après cette guerre. Il faut le faire, c'est indispensable. Pas simplement pour Israël d'ailleurs, mais si, à Dieu ne plaise, nous perdions cette guerre, vous savez ce qui se passerait?
cela va propager l'antisémitisme, le djihad à travers le monde. On en a déjà des signes ici, pas simplement en Europe, en France, mais en Angleterre, bien entendu aux États-Unis. On va essayer de pousser tous ces djihadistes à mener le djihad à travers le monde. Aux États-Unis, il y a des mouvements étudiants qui bloquent les universités. On a la même chose en France. On a eu Sciences Po qui a été bloqué. Il y a aujourd'hui une école de journalisme également, diverses universités à travers le pays. Comment vous recevez ce message, vu qu'ils scandent Free Palestine? Quel est le message que vous avez envie de leur donner? Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils racontent quand ils disent « Free Palestine ». Ils disent « Free », de la mer à la rivière, de quelle rivière parlent-ils? Ce sont simplement des antisémites qui veulent détruire Israël. Alors, chacun a son propre agenda, ses propres programmes, mais en fait, il y a un travail d'éducation à faire. À propos, parlons du Qatar. Le Qatar a investi des milliers de milliards de dollars pour influencer les campus universitaires un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. On voit l'incidence, les effets de cet argent sanglant du Qatar, parce qu'avec cet argent, il finance le terrorisme bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. C'est cet argent sanglant qui est utilisé pour influencer le monde contre Israël, contre l'Occident, pour le djihad, en appliquant le djihad dans le monde entier. C'est ça la charte. Ils font partie de cette alliance. Il faut reconnaître que l'Iran, le Qatar et toutes ces autres parties ont un objectif, c'est de détruire Israël. Donc on est sur les premières lignes. On a bien compris votre détermination. Vous avez déclaré, je cite, « Israël est déterminé à gagner la guerre, à éliminer le Hamas, quel que soit le coût économique pour le pays ». Ça fait désormais 6 mois que ça a commencé. Quelques indicateurs avant que vous répondiez. La croissance au 4e trimestre 2023 a chuté de 5% par rapport au trimestre précédent. Moody's a dégradé pour la première fois la note du pays. C'était jamais arrivé. Les perspectives sont difficiles pour la croissance, évidemment, en 2024. Est-ce que l'économie israélienne peut supporter une guerre longue? Écoutez, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Il nous faut sécuriser les frontières, veiller à ce que la menace qui s'est concrétisée le 7 octobre ne se concrétise pas de nouveau. Donc ça, c'est le prix à payer, pas simplement pour le passé, mais pour l'avenir aussi. L'économie d'Israël s'appuie essentiellement sur la technologie. Notre avenir, c'est l'innovation. Enfin, Israël est bien connu pour toutes ces innovations technologiques. Il y a quelques 165 milliards de recettes aux exportations venant justement des technologies. Et là, je ne parle pas ici à l'OCDE, à mes amis européens. Ici, notre vision, nous la partageons. Construire un meilleur monde. On est exactement l'exact opposé de l'alliance du mal. Et il y a des opportunités. Si on sait s'en servir, ces opportunités sont là. Alors quand on regarde Israël, on sait que nous allons gagner cette guerre. Nous sommes très innovants. Et souvent, il y a des ralentissements de la guerre. Il y a un moment où la guerre se ralentit, mais juste après la guerre, il y a une reprise et avec elle l'innovation, le succès. On a avantage compétitif. C'est nos hommes, nos entrepreneurs, les relations que nous avons à travers le monde. Tout cela va se rouvrir après la guerre. Là, je suis très optimiste. Je sais qu'Israël pourra finir cette guerre et ensuite relancer l'économie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises arrivent à fonctionner? Il y a 250 000 personnes qui ont quitté leur poste pour être engagées dans la guerre. Il y a les travailleurs qui ne peuvent pas venir, les travailleurs palestiniens pour venir travailler en Israël. Vous avez proposé de faire venir des travailleurs étrangers. Est-ce que, 1, les entreprises fonctionnent correctement, et 2, vous avez réussi à convaincre le gouvernement auquel vous appartenez de faire venir ces travailleurs étrangers? Alors, une fois de plus, il y a évidemment une espèce de creux. Là, on avait le taux d'endettement était de 60%, un des meilleurs du monde. Maintenant, le ratio dette sur PIB est de 70%, mais c'est quand même l'un des meilleurs ratios du monde. Alors, après la guerre, les choses vont reprendre. Alors, évidemment, lorsque les réservistes partent au combat, évidemment, l'économie se ralentit, mais ensuite, ils vont reprendre le travail. Et Israël a une très forte résilience. Je me rappelle, lorsque je menais une compagnie parmi les parachutistes pendant la première intifada, mes partenaires m'ont couvert au travail, je parle de la tech, tout s'est bien passé. Alors, évidemment, ça n'est pas facile.
il y a des salaires relativement faibles en Israël. Ce que nous souhaiterions, c'est que on veut quand même éviter de faire venir des travailleurs qui viennent de pays ennemis. On veut des gens qui viennent, je ne sais pas, d'Inde, même de n'importe quel pays. Ceux qui ne sont pas en guerre avec Israël. On ne va pas vouloir d'Iraniens ou de Syriens. On ne veut pas de Libanais non plus. Mais on ne veut bien sûr pas de Palestiniens qui veulent simplement nous éradiquer de la carte. Alors, qu'ils trouvent leur propre travail, nous et la majorité des Israéliens, dont moi-même, nous ne permettrons pas à des gens, de pays ennemis ou de régions ennemies de venir travailler en Israël. C'est une menace qu'on ne peut pas accepter. Qui est en train de durer, je crois qu'on est au 209e jour aujourd'hui. Les partenaires régionaux ou ceux qui s'apprêtaient à l'être sont obligés d'avoir un double discours parce qu'ils ont le discours avec vous, je pense aux Saoudiens notamment, aux Jordaniens, ils ont le discours avec leur propre population. Même un dirigeant autocrate comme Sisi en Égypte est obligé de se fier à ce que dit sa population. Comment vous arrivez à gérer vos partenariats économiques qui commençaient justement à démarrer avec ces accords d'Abraham, notamment, même s'ils avaient mis un peu le dossier palestinien sous le tapis? Ils comprennent fort bien la situation. Ils savent très bien qui est leur pire ennemi. Ce n'est pas Israël. Nous sommes un peuple épris de paix. Nous savons collaborer avec l'Égypte, avec la Jordanie et effectivement les accords d'Abraham avec d'autres pays. Leur ennemi, c'est l'alliance des frères musulmans. Lorsqu'on leur parle, dès qu'on prononce le mot frères musulmans, ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Ils comprennent très bien la menace. Ils savent que leur avenir dépend de leur capacité à l'emporter sur les frères musulmans, sur l'Iran, sur le Qatar et toutes les parties interposées. C'est vraiment la grande menace sur le monde arabe. C'est pourquoi la paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, les accords d'Abraham ne sont pas mis en danger par cette situation, parce que nous avons finalement le même ennemi, ce même mal. Les Saoudiens sont menacés par les Iraniens, peut-être même plus que nous. Nous ne sommes pas en guerre avec les Saoudiens, nous sommes en paix avec eux. Leur ennemi, c'est le Qatar, c'est l'Iran, c'est les frères musulmans. Ils comprennent très bien ce que sont les enjeux. Enfin, nous les comprenons tous très bien. C'est vraiment un axe du mal qui veulent envahir les pays démocratiques, les influencer et renverser ces régimes démocratiques aux États-Unis, en Europe. C'est ça la vraie menace. Ils comprennent très bien cette menace et ils comprennent que nous devons gagner cette guerre, pas simplement pour nous, pas simplement pour le monde occidental, mais pour les États arabes eux-mêmes. Merci Nir Barkat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'économie israélien. Merci Patrick Sauss de m'avoir accompagné.